en moins de 3 années de transition, le président Assimi Goïta a réussi avec ses compagnons du Mali Koura ce que l'ONU, la France, l'Union européenne n'ont pas réussi en 10 ans. Astaghfirullah. Là encore, ça a loupé. L'armée malienne est redevenue la force la plus crainte du territoire malien. Elle a repris sa position robésienne de Léviathan. Elle est la force létale la plus importante du territoire malien. Les terroristes le savent. Une carrière de terroriste dure en moyenne 1 semaine. L'espérance de vie des terroristes est en train de rejoindre la durée de vie d'une mouche. Grâce aux intrépides forces armées maliennes qui, contre vents et marées, infligent des coups de boutoir extraordinaires aux troupes terro-impérialistes. Je rappelle que le terro-impérialisme, c'est l'association entre les groupes armés terroristes et les puissances impérialistes qui les ont créés, qui les financent, qui les médiatisent, qui les légitiment. Alors, sur le terrain militaire de la confrontation directe entre l'armée malienne et les groupes armés terroristes, il n'y a pas photo. L'armée malienne les pilonne, l'armée malienne les pulvérise, l'armée malienne les déchiquette, l'armée malienne les distribue. C'est de la viande pour charognard. Incapables d'affronter l'armée malienne, ils se sont assis, ils ont dit qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, ils ont ouvert le terrain judiciaire, international et diplomatique. Ils se sont mis à essayer de constituer de soi-disant preuves qu'il y aurait des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, perpétrés contre l'armée malienne, et que les dirigeants maliens, par extension les dirigeants de l'Alliance État du Sahel, seraient bons pour aller devant la Cour pénale internationale, qu'il fallait déclencher le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies de 1945 à San Francisco, pour provoquer une résolution autorisant les grandes puissances occidentales à faire ingérence militaire au Mali, pour protéger les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Le Mali, comme le sage, a vu le caillou à la manière de l'oiseau. Et il a vu à qui le caillou était destiné. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont sortis de la Cour pénale internationale. La Russie et la Chine ont verrouillé le Conseil de sécurité. Pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger, aucune résolution. Abana peu. Voilà comment le projet d'étranglement judiciaire international du Mali, du Burkina Faso et du Niger a fini aux chiottes. Aux chiottes, oui, aux chiottes. On n'en parle plus. Ils sont ici comme ça, ils ont dit merde, mais ça perd l'hypopète, ça pristille. Ventre bleu. Oh là là, c'est pas possible. Oh punaise, punaise. Il va falloir trouver quelque chose. Ils se sont grattés la tête, ils se sont tirés les cheveux. Ils ont rougi, ils ont bleui. Vous savez, ce sont des gens de couleur. Hein? Ils ont verdi. Et certains ont même bruni. Tellement ils réfléchissent comment faire tomber le Mali. Alors, ils ont décidé de susciter une opposition civile interne. Sous le motif de démocratie et de liberté d'expression, elle avait pour but d'essayer de provoquer un soulèvement populaire dans la ville de Bamako notamment. Ils se sont mis à manipuler un certain nombre d'anciens premiers ministres pour que ceux-ci sèment la zizanie. Alors que le pays est en guerre. Le pays est dans une guerre de libération. C'est pas n'importe quelle guerre. Hein. C'est une guerre d'indépendance que le pays est en train de livrer. Et on a suscité des anciens premiers ministres pour jouer le rôle d'opposaillon, de tir larigot, pour jouer le rôle de vilain petit canard et faire des crossfire, des tirs croisés contre le gouvernement et contre l'armée qui sont au combat. Les autorités maliennes ont procédé de manière très méthodique à l'anesthésie de ces individus. Ils ont été vraiment calmement anesthésiés. C'est-à-dire, ils ont été priés de respecter le Mali en lutte. Ils ont été mis sous anesthésie. On ne les entend plus. Tout ce qu'on entend maintenant, ce sont leurs partisans qui sont planqués ici à Paris, qui sont planqués à Abidjan et qui célèbrent les attaques contre le Mali et qui sont devenus les grands soutiens du terrorisme. C'est le cas du misérable Malick Konaté. Malick Konaté, j'ai pitié de vous. Vous êtes une honte pour toutes les générations africaines de votre âge. C'est une misère morale absolue pour un être humain, qui plus est un Africain, de prendre plaisir à ce que des groupes terroristes attaquent son pays. Malick Konaté, moi je suis originaire du Cameroun.
Je suis opposant au dictateur Paul Biya. Mais jamais on ne trouvera dans ma bouche le moindre soutien aux terroristes de Boko Haram qui attaquent mon pays et qui affrontent l'armée camerounaise. Jamais, jamais je ne vais me réjouir que des terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique tuent des soldats de mon pays, alors que je suis opposé au dictateur qui commande à ces soldats. Malik Konaté et tous les autres, ils sont sur Facebook. Ils font plaisir à France 24 en donnant des interviews complaisantes. Et ils se promènent sur TV5. Des médias que nous, on connaît depuis très longtemps. On a fini avec ça. On n'a même pas leur temps. C'est eux qui viennent ici chez moi pour m'interviewer. Moi, je ne vais pas dans leur studio. J'ai pas besoin d'eux. On arrive à Paris. Hein? Je pense à, comment il s'appelle, Étienne Fakaba. Un économiste qui marche avec les gens qui ont fabriqué le franc CFA contre son pays. Et on l'a envoyé à l'école. Fakaba. On vous a vraiment envoyé à l'école? Ça sert à quelque chose que vous soyez allé à l'école? Vous êtes économiste? Vous connaissez un pays qui se soit développé de près ou de loin, sans souveraineté monétaire? Fakaba. Ils sont là, ils sont sur Facebook, et ils célèbrent les attaques des camions-citernes qui doivent alimenter les villages d'où ils sont nés. Les camions-citernes qui doivent permettre à la jeunesse de travailler, aux entreprises de fonctionner. Ils disent qu'ils sont maliens, ils disent qu'ils sont africains, ils soutiennent le terrorisme, avec Wassim Nasr. Oh honte, oh malédiction, oh affront, oh blasphème, oh ignominie. J'ai pitié de vous. J'ai pitié de vous. Je suis passé de la colère à la pitié quand je vois ce que Malik Konaté publie, Étienne Fakaba publie. Est-ce qu'un Malien normalement constitué, même s'il est opposant à Assimi Goïta, doit faire ça? Est-ce qu'un Africain normalement constitué, même s'il est opposant à un dictateur, doit même faire ça? Non, on ne doit pas faire ça. On ne doit pas faire ça, mes frères. Vous là, les hiboux, les charognards, les renégats parisiens, les hiboux, les charognards, les renégats rassemblés à Abidjan, contre le Mali, ce que vous faites se retournera contre vous. Sans exception. Aussi vrai que Sarkozy dort actuellement en prison, aucun d'entre vous n'échappera au boomerang de l'histoire, au boomerang cosmique. Ce que mes ancêtres Bassa Bantou appellent Temnien va opérer. Et vous allez, eh bien pouvoir le ressentir. Vous allez apprécier. On ne fait pas ça. Mes frères, on ne fait pas ça. Malik Konaté, on ne fait pas ça. Ce que vous écrivez sur Facebook, ce sont des choses démoniaques, Konaté. C'est un être humain transformé en démon qui fait ça. C'est un être humain qui a été colonisé par les forces de l'enfer qui fait ça. Oui, Étienne Vakaba Sissoko, si je ne m'abuse. Ça fait pitié. Même si vous êtes en colère. Parce que le régime du président Assimi Goïta vous a mis en prison. À cause de votre liberté d'expression, ne vous retournez pas contre le peuple du Mali. Ayez pitié de vous-même. Songez que ce sont les tertres de vos ancêtres qui sont ensanglantés par Al-Qaïda et l'État islamique, organisation terroriste créée par les pays occidentaux qui vous hébergent et qui vous protègent. Quand on n'a pas honte, il faut avoir au moins pitié, dit le proverbe. Yamewa. Quand on n'a pas honte, Malik Konaté, Étienne Vakaba, il faut au moins avoir pitié. Alors, ils ont tout essayé contre le Mali. Ça aussi, ça n'a pas marché. La pseudo-opposition néocolonisée, reptilienne, qui voulait se faufiler dans les arrières du Mali, elle a été repérée et anesthésiée. Alors maintenant, ils ont décidé de procéder d'une manière encore plus crapuleuse, s'attaquer au système d'approvisionnement du Mali. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Mali est confronté de manière structurelle depuis très longtemps à une crise énergétique. Pourquoi? Parce que son infrastructure d'électricité hydraulique, son infrastructure d'électricité thermique, son infrastructure d'électricité par les voies des énergies renouvelables n'a pas suivi l'évolution de sa population. La population malienne a cru plus vite
que l'infrastructure énergétique malienne, il y a un décalage, il y a un retard, qui est dû à toutes les politiques d'ajustement structurel qui ont été imposées à ce pays, comme à plusieurs autres pays africains depuis les années 90, qui est dû à l'absence de sérieux de la classe politique qui a gouverné le pays et qui a obéi aveuglément aux injonctions du FMI et de la Banque mondiale, aux injonctions de la Banque de France, aux injonctions des dirigeants français, sacrifiant l'économie publique malienne, sacrifiant l'armée malienne pour payer des dettes inventées afin de soumettre le pays. Le Mali a accusé un retard dans le développement de son infrastructure énergétique. Le président Assimi Goïta arrive donc au pouvoir en 2021. Et c'est l'un des défis auxquels il s'attelle. Sous le gouvernement du Premier ministre général docteur Abdoulaye Maïga, le président Assimi Goïta engage les Maliens à un fonds de contribution spéciale sur les communications téléphoniques. Ce fonds permet de dégager, si je m'en souviens bien, 100 milliards. Et ces 100 milliards sont investis dans le relèvement de la capacité énergétique du Mali. On approche, au mois d'août 2025, 19 heures sur 24 de distribution du courant par jour. On en était pratiquement à approcher les 24 heures sur 24, sous le gouvernement du Premier ministre Abdoulaye Maïga, général docteur, que je salue. Jaloux, frustrés de ce succès du gouvernement du Mali, les néocolonialistes français, les impérialistes occidentaux et leurs supplétifs terroristes décident de s'attaquer à l'approvisionnement en carburant du Mali, puisqu'une bonne partie de l'électricité malienne est produite à travers les centrales thermiques. Lesquelles centrales thermiques fonctionnent par combustion de carburant. En s'attaquant au carburant, on s'attaque directement à la circulation des marchandises. En s'attaquant à la circulation des marchandises, on provoque artificiellement l'augmentation des prix, puisque les marchandises se raréfient et ne se distribuent plus de manière fluide et rapide sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit d'un coup d'État énergétique. C'est un coup d'État énergétique qui a été conçu par les services néocolonialistes, impérialistes, et dont les exécutants sont les groupes terroristes. Je rappelle que ce n'est pas que le Mali soit incapable d'acheter du carburant pour faire fonctionner son économie. Non, le Mali a la capacité d'acheter le carburant. Ce n'est pas la capacité d'acheter le carburant qui est en jeu. Mais ce sont les voies de distribution qui sont perturbées par les groupes terroristes qui en ont reçu une instruction ferme. Et c'est ce coup d'État énergétique qui a été décrit ces dernières heures sur France 24 avec beaucoup d'emphase, avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'enthousiasme par le porte-parole des groupes terroristes, Wassim Nasr. Il explique que les attaques contre l'approvisionnement énergétique du Mali ont pour but de prendre le pouvoir à Bamako et que les groupes terroristes d'Al-Qaïda de l'État islamique seraient donc selon lui en train de négocier avec des forces politiques pour trouver un gouvernement d'union leur permettant de gouverner à Bamako. Voilà ce qu'expose la presse officielle française. Le plan de prise de pouvoir au Mali par les groupes terroristes en entente avec des renégats et des traîtres maliens. Ce plan a pour méthode l'asphyxie énergétique du Mali, le coup d'État énergétique. Nous pouvons avancer dans notre analyse. Quelle est la réponse apportée par le gouvernement panafricaniste révolutionnaire du Mali devant cette attaque, devant ce coup d'État énergétique? Je voudrais saluer ici les autorités maliennes, mais avant tout d'abord le peuple malien. La réponse du gouvernement du Mali a été une réponse triple. Et elle est formidable. Premier niveau de réponse. Expliquer clairement à la population les enjeux du coup d'État énergétique. Pourquoi les terreaux impérialistes attaquent-ils les voies d'approvisionnement du carburant? Qu'est-ce qu'ils veulent? On a réussi en un temps record à faire comprendre dans toutes les langues du Mali, à toutes les Maliennes et à tous les Maliens, que si les terreaux impérialistes s'attaquent à l'approvisionnement en carburant du pays, c'est parce qu'ils veulent provoquer une révolte, une rébellion de la population contre le gouvernement et ramener les suppôts de Paris au pouvoir à Bamako. Quand le peuple malien a entendu ça, le peuple malien a dit « Aïe, wallahi, wallahi, billahi, talahi, jamais ça va arriver ici. » Même s'il faut qu'on s'éclaire
avec la lumière de nos yeux. On va s'éclairer avec la lumière de nos yeux. Mais jamais plus à Bamako ici. Nous n'allons accepter que des valets de la France-Afrique nous gouvernent. Ça, c'est la première victoire. C'est la victoire la plus essentielle du gouvernement malien. La victoire de la compréhension, de la solidarité et du soutien du peuple. Les Maliens se sont retrouvés entassés devant les stations de carburant. Les Maliens se sont retrouvés privés de carburant. Mais à aucun moment, les Maliens n'ont envisagé de se débarrasser du gouvernement qui leur a dit la vérité. Parce que le président Assimi Goïta et ses compagnons n'ont pas menti au peuple. Le peuple sait qui l'attaque. Le peuple sait que c'est un combat pour la souveraineté et pour sa libération. Donc, la première bataille, ça a été la bataille psychologique. Le peuple malien l'a remporté. Vous savez pourquoi il l'a remporté? Parce que c'est un peuple enraciné. C'est pas un peuple ouïa-ouïa. C'est pas un peuple qu'on ballotte comme ça, là. Il sait ce qu'il veut. Et quand il a des dirigeants qui sont véridiques envers lui, ce peuple est d'une fidélité. Une fidélité sacrificielle. Voilà le premier élément de la victoire du président Goïta et de ses compagnons. Je parle en tant qu'habitant du Mali. Je suis maintenant un résident du Mali. Vous savez, là, quand je parle de la crise énergétique, c'est quelque chose que je vis quand je suis au Mali. Puisque je réside 1 mois sur 3 désormais au Mali. Donc les coupures de courant là, la privation de courant, c'est quelque chose que je connais. J'ai appris à dormir sans courant. Ce que je n'avais plus fait depuis mes années, mon départ du Cameroun, j'ai réappris à dormir sans courant. Comme tous les autres Maliennes et Maliens. La crise énergétique là, elle n'a pas d'amis. Hein. Parce que imaginons même que tu possèdes un groupe électrogène dans ta résidence. Comme il y a une baisse de l'approvisionnement du carburant, mais avec quoi tu vas allumer l'électricité chez toi? Les seuls qui peuvent relativement s'en sortir dans cette période particulière, ce sont ceux qui disposent d'installations d'énergie solaire. L'énergie autogénérée, sans passer par les hydrocarbures. Ceux-là, ils ont la lumière tout le temps. Moi, j'ai enseigné depuis plusieurs années à l'Université catholique du Mali, dans le campus de Samaya. Nous avons de l'électricité solaire. On n'avait pas besoin de l'électricité du Mali pour que le campus de l'Université catholique à Samaya fonctionne. Vous comprenez? Donc tous ceux qui ont aujourd'hui de l'électricité solaire, ils sont tranquilles chez eux. Beaucoup essayent de conserver de l'énergie à travers des batteries pour faire fonctionner un certain nombre de lampes, je ne sais pas, au moins les ventilateurs, en raison de la chaleur des nuits, etc. Les gens se débrouillent. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu. C'est pas une nuit, 2, non. Dans mon dernier séjour, j'ai fait pratiquement 1 mois. J'y retourne bientôt. Il est hors de question d'abandonner, de lâcher le Mali quand il est en difficulté. Parce que le Mali, là, c'est la prunelle de nos yeux. Son succès détermine celui du continent. Cet état est vital et névralgique. Donc, c'est le premier point par lequel les autorités ont gagné. Maintenant, deuxième élément. Les autorités ont donné les moyens à l'armée de garantir l'approvisionnement stratégique du pays et de tailler suffisamment encore le croupion aux terroristes. Les groupes terroristes ont subi des pertes sévères. Des principaux chefs terroristes ont été priés de rejoindre l'enfer. Jamais les groupes terroristes n'ont perdu autant d'hommes que lors de cette tentative de coup d'État énergétique. Et l'armée malienne a tenu le pari de faire acheminer partout où cela est nécessaire aujourd'hui le carburant. Donc, les Maliennes et les Maliens ont vu leur armée en opération pour empêcher l'asphyxie du pays. Je vous rappelle que ce carburant, il entre au Mali par des pays qui ont des ports. La Côte d'Ivoire, la Mauritanie et le Sénégal. Je vous ai posé dans la semaine une question très simple. Expliquez-moi comment il se fait que le carburant qui arrive au Mali ne soit attaqué ni en Côte d'Ivoire, ni en Mauritanie, ni au Sénégal. Alors que tout le monde voit bien ces camions qui passent. C'est parce que les pays de la CEDEAO bénéficient d'un relatif accord de non-agression, relatif j'ai dit, avec les groupes terroristes qui sont parrainés par les puissances impérialistes. C'est pour cela que les attentats terroristes contre le pétrole ne se font pas dans le sol sénégalais, dans le sol mauritanien ou dans le sol ivoirien. Parce que les terroristes s'entendent bien avec les autorités de ces pays-là. Les gens n'aiment pas la vérité, hein, mais la vérité, c'est ça. Il n'y a aucune raison qu'il y ait des attentats terroristes au Mali et qu'il n'y en ait pas dans les pays de la CEDEAO, qui sont en plus les pays par lesquels transite le carburant.
Vous comprenez? Donc le Mali répond militairement. L'armée malienne est au combat nuit et jour. Elle taille les croupions aux terroristes nuit et jour. Et c'est dur d'être terroriste au Mali. Je vous dis que l'espérance de vie d'un terroriste est assez proche de celle d'une mouche. 7 jours. Oui! Tu commences une carrière de terroriste au Mali lundi, dimanche tu es mort. C'est ça, hein, l'espérance de vie. Ceux qui sont tentés par cette carrière-là, il faut qu'ils imaginent qu'ils doivent tout vivre la meilleure partie de leur vie en une semaine. Parce qu'au bout d'une semaine, les opérations qu'on vous amène à mener, vous trouvez la mort. Oui! Et c'est cette efficacité sur les terroristes qui garantit la confiance du peuple envers le gouvernement. Troisième niveau. Et le troisième niveau est très intéressant. C'est une réponse technique qui a été donnée par le président Assimi Goïta et qui indique qu'il a compris, comme tous les membres de son gouvernement, qu'il va falloir que le Mali génère par lui-même ses sources d'énergie. Il faut absolument que le Mali trouve une solution pour générer par lui-même ses sources d'énergie et pour protéger ses sources d'énergie. C'est toute la symbolique de l'inauguration de la grande centrale d'extraction et de fabrication du lithium. J'aimerais ici vous donner à apprécier un article qui décrit ce que c'est que le lithium. Parce que certains ne mesurent pas la chance que le Mali a d'être l'une des plus grandes réserves de lithium au monde. C'est un article du site scientifique et d'exploration, nationalgeographic.fr. Il est intitulé « Le lithium, ressource précieuse du monde moderne ». Le président Assimi Goïta a inauguré hier une centrale d'extraction et de transformation du lithium, de fabrication des piles de lithium. Écoutez la description de ce que c'est, pour que les Maliennes et les Maliens ne perdent jamais patience, en sachant que Dieu jamais ne les a abandonnés. Un grand nombre de technologies modernes sont alimentées par des batteries hautement performantes. Voici ce qu'il faut savoir sur le lithium, son fonctionnement et les risques environnementaux qu'il présente. L'article est de Shruti Gurudev. Il a été publié le 15 janvier 2024. Je lis. Sur la crête des Andes, dans le sud-ouest de la Bolivie, se trouve un salar ou désert de sel d'un blanc éclatant appelé le salar d'Uyuni. Caractérisé par de vastes surfaces miroitantes et une atmosphère sèche, le salar renferme un métal alcalin précieux qui alimente une grande partie du monde moderne. Le salar d'Uyuni est situé dans le triangle du lithium, réparti entre l'Argentine, la Bolivie et le Chili. Cette région possède les plus grandes réserves de lithium au monde, un métal faisant partie de la composition des batteries lithium-ion qui alimentent les appareils électroniques utilisés par des milliards de personnes dans le monde. Ces batteries sont rechargeables et on les utilise pour les véhicules électriques, les smartphones, les ordinateurs portables, les brosses à dents électriques, etc. Elles présentent plusieurs avantages qui les placent en tête du marché par rapport à d'autres solutions. Un rapport de 2021, publié dans la revue scientifique Nature, prévoyait une hausse sur le marché des batteries de lithium-ion de 30 milliards de dollars. 27 milliards d'euros en 2017 à 100 milliards, c'est-à-dire 90 milliards, 100 milliards de dollars, c'est-à-dire 90 milliards d'euros en 2025. Les batteries lithium-ion sont essentielles au fonctionnement de véhicules comme ceux de Tesla. Et on considère qu'elles nécessitent peu d'entretien puisqu'elles ne requièrent pas de cycle périodique pour maintenir leur durée de vie, leur densité énergétique et leur tension sont également extrêmement élevées. Et elles peuvent stocker les énergies renouvelables telles que l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Je recommence. Elles peuvent stocker les énergies renouvelables telles que l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Une troisième fois, les batteries de lithium-ion peuvent stocker des énergies renouvelables telles que l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Citation. Ce qui a donné une grande impulsion à l'utilisation de batteries lithium-ion est le fait qu'elles sont nécessaires aux véhicules électriques qui réduiront notre dépense aux combustibles fossiles. Notre dépendance aux combustibles fossiles. Ce qui a donné une grande impulsion à l'utilisation de batteries lithium est le fait qu'elles sont nécessaires aux véhicules électriques qui réduiront notre dépendance aux combustibles fossiles. C'est-à-dire que grâce aux piles de lithium, on sera moins dépendant du carburant. Explique Linda Gens, analyste des systèmes de transport au laboratoire national d'Argonne.
La production des véhicules eux-mêmes, et en particulier de leurs batteries, nécessite beaucoup d'énergie et de ressources. Selon elle, compte tenu des émissions causées par le secteur du transport tous les ans, ces batteries valent leur coût environnemental. Cependant, d'aucuns s'inquiètent de leurs effets sur la planète et sur nous-mêmes. Question, les batteries de lithium sont-elles écologiques? Malgré les avantages qu'elles présentent, les scientifiques sont confrontés à un dilemme, à ce qui concerne leur impact environnemental. S'il est vrai que ces batteries facilitent l'utilisation d'énergies renouvelables et produisent moins d'émissions de carbone, elles ont également leurs inconvénients. Le lithium s'obtient par l'exploitation minière, destructrice pour l'environnement. La question qui se pose est la suivante. Comment justifier une économie verte à base de minéraux précieux obtenus par la destruction et la contamination de l'environnement? Le lithium ayant un poids et un rayon atomique faible, les batteries ont une tension et un stockage de charge élevé par unité de masse et de volume. Le département de l'énergie des États-Unis explique que pendant que la batterie se décharge et fournit un courant électrique, l'anode libère des ions lithium vers la cathode, ce qui génère un flux d'électrons d'un côté à l'autre. Lorsqu'on branche l'appareil, c'est l'inverse qui se produit. Les ions lithium sont donc libérés par la cathode et reçus par l'anode. L'une des méthodes utilisées par les ingénieurs pour extraire le lithium est l'extraction de saumure, qui consiste à forer dans un gisement souterrain de saumure, à pomper pour faire remonter l'eau à la surface. Cependant, selon l'ONG américaine Natural Resource Defense, les membres des communautés alentours affirment que la baisse des niveaux d'eau dans les puits, les lagons, les nappes phréatiques a eu des conséquences néfastes sur leurs activités agro-pastorales. Donc il faudra contrôler ce point. Alors, cet article de National Geographic m'intéresse uniquement parce que les scientifiques reconnaissent que les batteries de lithium permettent de réduire la dépendance aux énergies fossiles, c'est-à-dire au pétrole et au gaz. Alors, si le Mali est un excellent réservoir de lithium, cela veut dire que le Mali pourra ne plus dépendre autant qu'il dépend actuellement de son approvisionnement en pétrole venu à travers le Sénégal, de pétrole venu à travers la Côte d'Ivoire. Le Mali va être capable de produire à travers les batteries de lithium et une nouvelle génération de véhicules électriques son autonomie énergétique. Écrivez ça. Il suffit et il faut que soit bien maîtrisé l'impact environnemental de cette nouvelle source d'énergie. De la même façon, on sait que le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont engagés pour la construction de centrales nucléaires sécurisées. On sait que le Niger est aujourd'hui en train de devenir un grand producteur de pétrole. Avec la nouvelle construction de la raffinerie pétrolière du Niger et la consolidation de la sécurité sur l'approvisionnement, l'Alliance des États du Sahel s'avance vers l'autosuffisance énergétique. Vous pouvez écrire ça, sans risque de vous tromper. Donc, la réponse du Mali est donc une réponse très profonde. D'abord, une réponse communicationnelle, ensuite une réponse sécuritaire militaire, et enfin une réponse, technologique. Notez bien les trois réponses du gouvernement. La réponse communicationnelle, la conviction psychologique, le dialogue avec la population. Première réponse. Deuxième réponse, la réponse sécuritaire. L'armée continue à tailler le croupion, encore mieux aux terroristes. Troisième réponse, la réponse technologique. J'ai la conviction, au regard du sérieux du gouvernement, du président Assimi Goïta, sous la houlette du Premier ministre, le docteur général Abdoulaye Maïga, que cette crise énergétique, ce coup d'État énergétique est voué à l'échec.